Dans ce journal, une mission gouvernementale à Tinkodogo pour parler commémoration de l'indépendance du Burkina Faso. C'est la région du centre-est qui accueille la célébration nationale du 11 décembre 2019 et déjà l'on veut baliser le terrain. Promotion de l'identité culturelle burkinabé alors que le gouvernement encourage l'utilisation de la cotonnade burkinabé le Faso d'Anfani. La contrefaçon gangrène le marché du pagne Cordonda et cela suscite pas mal d'interrogations. Et puis presque une révolution en Arabie Saoudite dans le royaume wahhabite où la mixité est interdite dans les lieux publics. Voici les femmes qui sont autorisées désormais à suivre un match de football dans les tribunes du stade. Et c'est dans la même veine que nous recevons Jérôme Tiendrebego pour nous parler du championnat d'Afrique des nations de football qui débute ce jour au Maroc. Bonjour Jérôme. Bonjour Marguerite, bonjour les téléspectateurs. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, les ministres Dieudonné Bonane, Siméon Sawadogo et Éric Bougouma, face aux forces vives de la région du centre-est à Tinkodogo donc, une rencontre qui va déterminer les contours de la célébration nationale du 11 décembre 2019 dans la capitale du Boulgou. Les infrastructures et les sites devant accueillir les festivités sont identifiés. On prend de l'avance ainsi pour éviter les désagréments de dernière minute. Les échanges sont suivis pour nous par Yacouba Gamene et Zoubaviel David Dabiré. Le 11 décembre 2019, c'est maintenant. La formule fait fortune depuis ce vendredi à Tinkodogo où délégation gouvernementale et forces vives de la région du centre-est échangent à bâton rompu sur la forme et le contenu de la 59e commémoration des festivités de l'indépendance du Burkina Faso. Les deux parties font ainsi dans l'anticipation en vue d'éviter les désagréments des dernières minutes. L'organisation des activités du 11 décembre se passait en année N et on avait chaque fois des difficultés pour terminer les travaux, que ce soit au niveau des cités, au niveau des infrastructures, même au niveau organisationnel. Pour ce faire, donc, le gouvernement a voulu ainsi anticiper. Déjà que nous avons fini à Gawa et que nous sommes en train d'organiser cette année Manga, donc on a voulu anticiper en lançant déjà les activités au niveau de Tinkodogo pour l'année 2019. À partir de ce moment, nous engageons donc les forces vives, l'ensemble des structures, pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que les activités qui doivent être menées, pour que ça soit prêt en 2019 puissent l'être. Pour l'heure, aucun sou n'est disponible même si les acteurs identifient déjà les grands projets et les sites devant les abriter. Il s'agit pour le gouvernement de susciter une prise en compte de cette donne au niveau sectoriel. Et pour les populations, Tinkodogo 2019 est aussi une aubaine pour résoudre des questions existentielles de la région. La question d'eau est vraiment importante au niveau de la commune de Tinkodogo. Et si le comité national mis en place peut penser, sinon avec le concours du ministre de l'eau, pour que nous puissions quand même résoudre ce problème, ça sera une grosse épine que nous allons donner du pied. En plus, il y a la question d'emploi. Si vous constatez, la plupart de nos jeunes actuellement migrent vers les pays étrangers, ce qui n'est pas réconfortant pour nous. Donc c'est pour ça que nous pensons que la création des usines de transformation, que ce soit des pâtes d'arachide, où la région est un pôle de forte production d'arachide, il y a aussi la tomate, qui n'est pas une petite chose. Et si tout ça se fait, nous pensons avoir fait quelque chose à l'occasion de cette fête de 11 décembre. La rencontre a également permis aux parties de s'accorder sur les tronçons bitumés pour désenclaver la région. Les provinces auront leur part d'infrastructures et la ville de Pouitenga bénéficiera d'une cité futuriste, foi du ministre Dieudonné Bonane. Le ministre de la Sécurité, lui, est allé à la rencontre de ces hommes dans la Tapoa. Simon Compaoré veut prendre le pouls de cette province où l'insécurité ne semble plus être véritablement une inquiétude, et cela grâce à la présence des forces de défense et de sécurité. Félicitations et encouragements sont les maîtres mots du message du ministre durant cette tournée. Nous suivons le compte-rendu de Adama Guiti et Nyarkiteda.
Avant, dans la semaine, on peut avoir 2 fois 2 à 3 attaques même dans la semaine. Ces propos sont corroborés par le directeur provincial de la police nationale qui caricature le passé de la province de la Tapoa au Far West. La Tapoa était entre-temps appelée Far West tout simplement parce que tous les jours, on enregistrait beaucoup d'attaques. Aujourd'hui, la situation se présente autrement. Avant, même s'il fait 18h, on ne prend pas la route. Mais aujourd'hui, même à 0h, on prend la voie. Vers ici, on avait des problèmes de coupeurs. Maintenant, il y a eu un grand changement. Cela est à mettre à l'actif de ces hommes et femmes, 206 policiers au total, et l'ensemble des éléments de la gendarmerie et un détachement de l'armée pour la province de la Tapoa. Ils ont quadrillé la province de l'intérieur comme d'ailleurs sur ces 2 frontières extérieures avec le Niger et le Bénin, et les résultats sont là. Rendons grâce à Dieu et en tout cas on félicite encore les forces de défense et de sécurité. Alors vraiment, en tout cas il faut que la situation soit maintenue. 2017 a été une année où effectivement les attaques armées ont considérablement diminué. Donc ça va mettre à l'actif aussi effectivement de la collaboration de la population, de la conjugaison des efforts des forces de défense et de sécurité. Autre groupe, pas des moindres, et qui ont apporté un concours conséquent, ce sont ces hommes, hier décriés, aujourd'hui, forces de défense et de sécurité, autorités s'accordent à dire que les Kogluego ont été nécessaires. Les policiers, les gendarmes me disent même que la criminalité a baissé sensiblement dans cette zone qui était une zone rouge. Et ils expliquent que c'est dû en partie aussi à la bonne collaboration qui existe entre eux et les Kogluego. Dans toutes les unités de sécurité, que ce soit à Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapoa, ou à Kanchari, à la frontière avec le Niger, toutes ont salué les efforts des Kogluego. Simon Compaoré demande simplement aux 2 camps de coopérer avant d'ajouter que des moyens leur seront envoyés pour traquer au mieux le grand banditisme et faire face à la menace terroriste ainsi qu'à la lutte contre le trafic de tous ordres qui se mène ici dans la province de la Tapoa. Un exemple de partenariat qui profite à l'apprentissage et à la recherche à l'université de Ouagadougou. Bissa Gold octroie des bourses d'études à des étudiants en année de master dans les filières ayant trait à l'exploitation minière. Les étudiants ont aussi la possibilité de stage de terrain sur le site de la mine d'or. L'accord de partenariat entre l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et la société minière Bissa Gold est signé en présence de Jean-Eudes Bayala et Linda Kabouri. Cette signature marque le début d'un partenariat entre l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo, et la société minière Bissa Gold. Un partenariat qui débute avec une somme de 6 millions de francs CFA que Bissa Gold met à la disposition des étudiants en année de master dans les filières qui ont trait à la gestion minière. Nous voulons remercier Bissa Gold parce que les diplômés que nous allons sortir de cette université dorénavant vont répondre réellement aux attentes de toutes les entreprises du Burkina Faso, plus spécifiquement les sociétés minières. Surtout les remercier à travers certaines actions, le don des bourses que vous avez vu, qui vont mettre les étudiants dans de bonnes conditions. Ce partenariat permettra désormais à ces étudiants de renforcer leurs compétences à travers des stages pratiques sur le site de Bissa Gold. Les étudiants, pour pouvoir soutenir son mémoire, forcément doivent avoir une institution qui accepte l'accueillir, souvent ils ont des bons thèmes, mais malheureusement, il n'y a pas de site d'accueil. Donc nous sommes en train de créer ce cadre-là pour permettre aux étudiants de pouvoir en tout cas sur 3 mois, 6 mois, en tout cas passer chez nous là pour en fait faire des stages. Nous avons justement des spécialistes sur le site et nous pensons qu'on peut mettre à contribution ces différents spécialistes pour partager leur expérience avec les étudiants et aussi pourquoi pas avec les professeurs qui sont à l'université. Chaque année, des bourses seront octroyées à ces étudiants. Pour ce faire, une commission d'attribution des bourses Bissa Gold sera bientôt créée et comprendra des membres venant de l'université, de Bissa Gold et de la presse. A signalé la complicité de Vincent Kendrebego pour ce reportage. Poissons, crevettes et autres crustacés reviendront dans le barrage de Koubri à la prochaine première pluie du ministre Ambroise Nyuga-Ouedraogo. La promesse de la réhabilitation de la digue tenue, la joie des populations en général et des maraîchers en particulier
est immense et le ministre en charge de l'eau ne cache pas sa satisfaction lors de sa visite hier sur le site Konsoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. Elle avait cédé il y a de cela 4 mois et avait plongé les populations de Koubri entre crainte, désespoir, angoisse et questionnement. Aujourd'hui, c'est un vieux cauchemar. La digue du barrage de Koubri est reconstruite. Le ministre en charge de l'eau est ici pour constater de visu l'état d'avancement des travaux et satisfecit totale. C'est une des rares fois où on a pu, de façon spontanée, restaurer un ouvrage de cette envergure. Aujourd'hui, en fait, le barrage est reconstruit. Ce que nous appelons barrage là, c'est les digues là, c'est fait, c'est couronné, c'est-à-dire qu'on a fini. C'est comme si vous construisez une maison et vous avez mis le toit. C'est-à-dire qu'à tout moment, si l'eau vient, vous pouvez vous abriter. Aujourd'hui, s'il pleuvait même demain, le barrage reprenait de l'eau. L'or bleu va encore couler à Koubri. Et le soulagement de ceux qui exploitaient ce barrage est aussi total. La vie va enfin reprendre son cours, là où elle s'était arrêtée. Je suis très très dépassé par cette joie de voir cette réalisation aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que quand la digue a cédé, nous étions impuissants de voir la vie partir. Le barrage était pour nous comme une dimension qui nous aidait à vivre la seconde dimension de notre charisme qui est prix et travail, ora et labora. Nous prions à l'église, la chapelle est toujours là, mais le barrage nous aidait à réaliser cette deuxième dimension qui était le travail. Plus heureux que moi, il y en a même plus aujourd'hui. Je suis très très content. Ce soir, il pleuvait. Demain matin, les producteurs de fruits et légumes pour en tout cas prendre leur arrosoir pour chercher à gagner leur pain. Dans un mois, l'entreprise promet, le barrage pourra être réceptionné. Sa réhabilitation a coûté le demi-milliard de francs CFA à l'État burkinabé. Le Cocodonda, victime de son succès, la contrefaçon n'épargne pas le marché de ce pain traditionnel qui a le vent en poupe en ce moment. Les copies produites industriellement du pain inondent le marché. Parmi les multiples pagnes du 8 mars, les commerçants avouent faire de bonnes affaires. En tout cas, on fait le constat avec Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. À première vue, il s'agit là du pain Cocodonda, estampillé 8 mars. Mais ne vous méprenez pas, ce pain n'est qu'une copie industrielle de l'authentique. Nous sommes ici au grand marché de Ouagadougou et depuis quelques jours, de faux Cocodonda se retrouvent ici dans les rayons. Cette année-là, bon, Cocodonda, bon, nous aussi on a vu ça comme ça aussi. Voilà, on est rentré dedans aussi, on vend, ça va, on s'en sort quand même. Bon, non, on vend ça, les pièces là, ça fait 12 500 qu'on vend. 12 500. Donc les sachets là, bon, on fait ça à 52 500, on peut donner prix d'en gros. Bon, ça vient du bobo. Pour le moment, en tout cas, on vend ça bien, plus que les autres 8 mars là. Il y a une multitude de pains 8 mars cette année. À ce jour, j'ai compté une vingtaine. Cette diversité ralentit beaucoup les ventes et dévalorise le pain du 8 mars. Une concurrence qui passe mal auprès des productrices du Cocodonda. Madame Sissé, ici en pleine activité de teinture, est l'une d'elles. Depuis que j'ai constaté la copie du pain Cocodonda sur le marché, je suis découragée. J'ai présenté au ministère mon projet de faire du Cocodonda le pain officiel du 8 mars. Mais le ministère est resté muet. À ma grande surprise, je constate des copies du pain sur le marché. J'accuse les commerçants d'être les fautifs. S'ils ne donnent pas les échantillons aux Chinois, ils ne peuvent pas faire de contrefaçon. C'est donc une mauvaise nouvelle qui tombe au moment où ce pain, autrefois réservé aux pauvres, commence à prendre des couleurs. Les producteurs espèrent que les consommateurs burkinabés sauront distinguer l'original des pâles copies. En attendant, l'existence d'une multitude de pains 8 mars sur le marché est dénoncée par les commerçants et les producteurs de pain traditionnels. Ils appellent le gouvernement à prendre des mesures fortes pour réguler l'importation de ces produits sur le territoire national,
afin de promouvoir nos produits locaux et permettre aux artisans burkinabés de vivre de leur métier. En attendant cette autre nouvelle qui fera à coup sûr du bien à l'économie nationale, le gouvernement burkinabé encourage le port et l'utilisation de la cotonnade made in Burkina Faso. Un arrêté du Premier ministère datant du 29 décembre dernier stipule cela. Mais que dit exactement l'arrêté? La réponse avec Gérard Sommet et Mounira Kéré. Le pain traditionnel, symbole d'une nation fière de ses racines et de son savoir-faire. Le port de ce tissu est fortement recommandé, surtout depuis la prise d'un arrêté par le Premier ministère le 29 novembre 2017. Un arrêté qui encourage les organisateurs d'événements à accorder la priorité au pain traditionnel pour les cérémonies officielles et les manifestations d'envergure nationale. Lorsque l'État a des manifestations pour lesquelles des marchés peuvent être lancés pour acquérir des supports de communication sur l'événement, notamment les pains. Donc l'État encourage que cela soit fait sur du pain tissé. Donc c'est une forme également d'encourager l'accès de nos artisans qui interviennent dans la transformation du coton sur toute la chaîne de valeur, en tout cas d'avoir accès au marché public. Recommandation certes, mais cette volonté du gouvernement de promouvoir l'identité culturelle burkinabé à travers le pain traditionnel prend un caractère obligatoire, surtout pendant les événements comme le 11 décembre, le 8 mars, le Siaou, le FESPACO et la SNC pour ne citer que ceux-là. Lorsqu'il s'agit des manifestations de l'État, pour lesquelles il y a un budget de l'État qui doivent porter sur l'acquisition des objets de communication, comme je le disais tantôt, c'est une obligation. L'arrêté n'impose pas, n'en fait pas une obligation pour vous, pour moi, mais c'est une forme pour amener en tout cas les structures de l'État qui ont des actions dans le cadre de la commande publique qui concerne les pains, que cela soit fait sur les pains tissés. Cet arrêté intervient alors que les différents marchés du pays sont inondés de copies de pain traditionnels produites hors de nos frontières. Une situation qui n'a pas été occultée par l'acte ministériel. À partir du moment où les uns et les autres vont faire une reproduction, parce que l'arrêté dit, s'il y a un motif, un message, un logo qui a été identifié par l'autorité, s'il doit être reproduit sur un autre support, il faut l'autorisation expresse du ministre en charge de l'artisanat. Donc, de ce point de vue, à partir de la date d'application de l'arrêté, ceux qui vont les faire, ils sont en porte-à-faux. Le pain traditionnel devient alors le pain officiel des grandes manifestations au Burkina. Et la directrice générale de l'artisanat d'appeler à un sursaut patriotique pour promouvoir ce tissu qui reflète l'identité culturelle burkinabé et qui favorise l'émancipation de nos artisans. Actualité internationale à présent en Arabie Saoudite, c'est un pas de plus dans la volonté de modernisation et d'ouverture sociétale affichée par le prince héritier. Pour la première fois, les femmes sont autorisées à suivre un match de football en tribune. C'est presque une révolution dans le royaume wahhabite qui interdit la mixité dans les lieux publics. Pour la première fois en Arabie Saoudite, des femmes ont pu assister ce vendredi à un match de football depuis les tribunes d'un stade à Jeddah. Presque une révolution dans le royaume wahhabite qui interdit la mixité dans les lieux publics. Seules ou accompagnées de leur famille, près de 300 femmes ont rejoint les places qui leur étaient réservées dans le stade pour leur plus grand bonheur. Les garçons et les filles sortent un peu de la maison et se déconnectent d'Internet, ces femmes. Sinon, ils restent à la maison sans rien faire. Il y a peu d'événements comme cela. C'est mieux pour eux de sortir un peu, de respirer l'air libre, d'interagir un peu avec les gens. Cette soirée est le dernier exemple de la volonté de modernisation et d'ouverture sociétale affichée par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Petit à petit, quelques restrictions imposées aux femmes sont levées. En juin prochain, elles seront autorisées à conduire. C'est pourquoi s'est tenu ce jeudi à Jeddah le premier salon automobile réservé aux femmes.
Et l'actualité africaine en football dominée par le championnat d'Afrique des nations de football qui débute aujourd'hui même au Maroc. Et pour en parler, nous recevons Jérôme Tiendrebego, responsable du service des sports de la télévision du Burkina. Bonjour Jérôme. Bonjour Madame Dali. Alors dites-nous, c'est donc cet après-midi que s'ouvre le 5e championnat des nations de football au Maroc. Qu'est-ce que la RTB propose à ses téléspectateurs sur la période du 13 janvier au 4 février, Jérôme? Merci. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi de féliciter les femmes saoudiennes. En tant que fan de sport, j'imagine leur joie et je me réjouis avec elles et chapeau au prince héritier. Oui, alors, pour revenir au CHAN, championnat d'Afrique des nations de football, ça commence déjà ce soir avec le match inaugural Maroc-Mauritanie. Ce sera à 19h30 sur les antennes de la RTB en direct. Mais avant, il y a la cérémonie d'ouverture, comme cela est de coutume. Et ce sera sur le coup de 19h et ce sera agrémenté par un plateau d'animation qui sera conduit par Mahamadi Ouena et ses invités pour dire à nos téléspectateurs qu'ils ne vont pas rater grand-chose de ce championnat d'Afrique des nations de football. Sur les 24 matchs de poule, la RTV va proposer 13 matchs en direct, donc sur les 24. C'est pas mal. Pendant les matchs de poule et à partir des quarts de finale, les 8 matchs, quarts de finale, demi-finale, match de classement et finale, vous pourrez suivre cela en direct sur nos antennes, avec bien sûr les plateaux d'animation. Et le CHAN, c'est pas la CAN. Vous savez que le CHAN regroupe, met en compétition des joueurs évoluant dans le championnat domestique. Alors, donc, pour souvent connaître ces joueurs-là, ce n'est pas du tout facile. C'est pour cela que la RTB a voulu amener des journalistes de la RTB pour commenter les matchs. Ces journalistes qui connaissent nos joueurs qui évoluent dans le championnat domestique. Donc, et les matchs du Burkina vous seront commentés par des journalistes du service des sports. C'est le lieu pour moi de dire merci à la direction générale de la RTB et qui a mobilisé les moyens pour pouvoir assurer cette position commentateur-là au bonheur des fans de foot du Burkina. Super. Alors, les étalons, on va en parler. Ils sont logés dans la poule D en compagnie de l'Angola, du Congo et du Cameroun. Quelles sont les chances du 11 national à ce tournoi? Alors, on va parler tout de suite du groupe D d'abord. Vous savez, les 3 pays que le Burkina va affronter sont des pays d'Afrique centrale qui ont un football qui est très dynamique. Mais le Congo et le Burkina sont à leur 2e expérience de CHAN. On se rappelle que le Burkina était en Afrique du Sud en 2014. Et le Cameroun et l'Angola sont à leur 3e expérience. C'est dit que ce n'est pas des novices en matière de CHAN. Mais il s'agirait pour le Burkina déjà de faire mieux qu'en 2014 où le Burkina avait été éliminé déjà en match en phase de poule. Donc il va falloir dépasser déjà ce stade-là. Mais le Burkina peut déjà se réjouir d'une bonne préparation qui a été menée en Tunisie face à l'équipe locale de Tunisie. Les Talons avaient fait un match nul 0-0 et face à la Libye qui était vainqueur en 2014, les Talons ont gagné 2-0, ce qui augure en tout cas d'un bon CHAN. Et j'ose croire que le sélectionneur Drissa Malo Traoré Saboteur saura en tout cas trouver les mots pour galvaniser ces garçons pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant le tournoi. Et parlons du tournoi de façon générale. On dit l'appétit vient en mangeant. Une fois qu'on sort des matchs de poule, c'est le plus difficile. On peut envisager la suite avec sérénité. On l'a vu en 2013 avec l'équipe Fagnon et en 2017 également avec l'équipe Fagnon. On sait que les étalons locaux ne sont pas connus, les étalons qui évoluent dans les championnats domestiques, mais est-ce qu'il y a des noms quand même qui sortent du lot? Oui, on a beaucoup parlé ici de nos étalons locaux de la liste. On a analysé la liste du sélectionneur quand il partait. On a déploré des noms qui ne sont pas dedans, des gens qu'il a pris, des garçons qu'il a pris. Mais je pense que au-delà de tout, c'est le sélectionneur qui a le dernier mot et qui pourra sans doute trouver la bonne formule. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de trouver la bonne formule avec les éléments qu'on a pour pouvoir
ramener la coupe. Voilà, c'est ça l'objectif en réalité. Sinon, déjà en match de préparation, l'attaque a frappé, la défense a frappé. On a vu Boni qui a frappé, on a vu Foussini Biao également qui a quitté la défense pour aller marquer. Ça veut dire que c'est une équipe qui est portée vers l'avant. Merci beaucoup Jérôme, et on va souhaiter bonne chance à nos étalons pour ce CHAN au Maroc. Vous restez avec nous pour refermer ce journal avec Donald Trump qui a confirmé que les États-Unis restent pour l'instant dans l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le président américain lance par contre un ultimatum aux pays européens pour qu'ils l'aident à durcir le texte dans les prochains mois s'ils veulent éviter un retrait pur et simple de Washington. Le président américain a confirmé vendredi la suspension des sanctions économiques contre l'Iran, levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, mais pour la dernière fois a-t-il menacé. Donald Trump a lancé un ultimatum aux Européens pour qu'ils aident à corriger, je cite, les terribles lacunes du texte d'ici à 120 jours, s'ils veulent éviter un retrait pur et simple de Washington. Il juge que le pacte, pas assez sévère, a mené la communauté internationale à fermer les yeux sur l'action déstabilisatrice de l'Iran au Moyen-Orient et sur le développement de missiles balistiques par Téhéran. La politique de Trump et l'annonce faite ce jour représentent des tentatives désespérées de saboter un accord multilatéral solide, a réagi sur Twitter le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif. Réunis jeudi à Bruxelles, les Européens avaient de nouveau fait bloc autour de l'accord de Vienne, rappelant que l'Agence internationale pour l'énergie atomique confirme régulièrement son respect par Téhéran. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous et à toutes.